On se retrouve en direct pour le brunch, deuxième partie sur LCI. Soyez les bienvenus pour évoquer la réforme de la SNCF, car demain, le Premier ministre Édouard Philippe va présenter le calendrier et la méthodologie de cette réforme, avec une réelle menace pour les petites lignes qui sont moins exploitées et le risque d'ailleurs d'isoler certaines communes. On se demandera d'ailleurs dans notre émission si dans ce contexte, ce n'est pas une manière de négliger les campagnes. On évoquera également dans le brunch un documentaire actuellement au cinéma consacré à la campagne de Jean-Luc Mélenchon, une plongée dans les coulisses de l'insoumis. Le brunch, c'est tout de suite. En direct, donc, le brunch, et c'est donc le rapport Spinetta commenté par l'ancien PDG d'Air France qui va motiver les axes de la réforme de la SNCF, un texte qui préconise d'examiner la pertinence de maintenir des lignes peu utilisées. Pour en parler avec nous, Jean-Claude Delarue. Bonjour, vous êtes président de la Fédération des usagers des transports et des services publics. Manuel Bompard, secrétaire général de la France Insoumise. Bonjour, merci de nous rejoindre, et toujours avec Olivier Mazerolle et Dominique de Montballon. Jean-Claude Delarue, la réforme de la SNCF est-elle indispensable ? Écoutez, qu'il faille une réforme, naturellement, tout le monde est toujours pour les réformes, il s'agit de savoir ce qu'on veut, en la circonstance. Donc, il nous semble, en tout cas pour nous, d'une part, qu'on est en train d'aller dans le mur, c'est-à-dire, en fait, peut-être dans un conflit très dur, qui serait dû au fait qu'on passerait par des ordonnances, alors que le gouvernement a une majorité écrasante au Parlement, se demande pourquoi il le ferait. Et puis, d'autre part, il y a quand même plusieurs questions qui ne sont pas posées, ni pour l'instant, ni dans le rapport Spinetta, c'est clair, ni pour l'instant dans la réforme qui va être proposée. C'est où sont les usagers ? Petite question. Les usagers ruraux, mais également les usagers que je représente plus, c'est-à-dire les banlieusards, qui sont quand même 10 fois plus nombreux que tous les usagers du TGV, par exemple. Là, c'est pas un détail. Deuxièmement, les vraies causes du déficit abyssal de la SNCF ne sont pas traitées. Et pourtant, ça a l'air d'être le point principal qui motiverait la réforme. Et troisièmement, alors là, je vous parlais en tant qu'usager habitué à ce que la SNCF, qui a un slogan très clair, c'est une promesse chasse l'autre. Hein. La question principale, c'est où est passée la confiance. Donc ça veut dire que le rapport Spinetta ne répond pas aux bonnes questions, en quelque sorte. Ah ben écoutez, quand on nous parle du déficit abyssal de la SNCF, en oubliant de dire que ça a été la priorité au TGV plutôt qu'à la maintenance, simplement, l'entretien du réseau existant, qu'on doit ça, qu'on oublie de nous parler du Grand Paris Express, qui est un projet qui n'intéresse que la petite banlieue. Je vous signale que si vous prenez une carte de la région parisienne, vous voyez ici en rouge la partie qui serait desservie par le Grand Paris Express, et tout le reste, c'est celle qui ne l'est pas. Et c'est 5 millions d'habitants autant que la Finlande. Alors néanmoins, par le prisme de ce rapport Spinetta, Manuel Bompard, est-ce que cette réforme de la SNCF est indispensable, notamment pour, et on va en parler dans quelques instants, l'exploitation des petites lignes qui sont apparemment assez peu utilisées ? Je pense que c'est l'inverse. Je pense que malheureusement, cette réforme, elle va aggraver une situation qui a déjà commencé depuis un certain nombre d'années, notamment sous les conséquences des directives européennes, les paquets ferroviaires qui poussent à la libéralisation du rail. Et il y a déjà une fermeture d'un certain nombre de petites lignes rurales. Et je pense au contraire que ce rapport et la réforme qui va le suivre va aggraver cette situation. Or, ces lignes-là, elles sont souvent indispensables à l'équilibre des territoires, où les transports sont très faiblement présents, où le service public est en recul. Et souvent, la ligne de train, c'est peut-être la dernière chose qui relie les territoires ruraux, qui recrée du lien social. Donc je pense au contraire que ça va aggraver encore davantage la situation. Les chiffres en tout cas sont là aussi. Ce qui est dit dans le rapport Spinetta, c'est que le trafic moyen de ces petites lignes, c'est 13 trains par jour, et que ça représente 2% de voyageurs. Donc là aussi, il y a une réalité économique à respecter, peut-être au-delà de ce lien social qu'il faut conserver. Mais vous connaissez le proverbe, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on a tout fait pour faire en sorte que ça soit de plus en plus compliqué d'utiliser ces lignes-là. On a compliqué les correspondances, on a supprimé les trains de nuit, par exemple, ou une partie des trains de nuit qui étaient des trains très utilisés. Et puis ensuite, on dit, il n'y a plus personne qui utilise ces lignes, donc forcément, on va les fermer. Non, il faut une logique différente. Par ailleurs, on n'a pas fait les investissements nécessaires pour que les lignes puissent fonctionner correctement. Donc il y a des pannes, il y a des problèmes. Voilà, donc je crois au contraire qu'il faut engager de l'argent public, parce que c'est des lignes qui sont indispensables. Juste un mot avec vous, Jean-Claude Delarue, avant de passer aux chiffres. Des trains de nuit, effectivement, je crois que le proverbe de la SNCF et des pouvoirs publics, c'est qui veut tuer son chien, etc. Les lignes de nuit sont supprimées en France de plus en plus. Elles le sont par la Deutsche Bahn en Allemagne,
En revanche, les Autrichiens, eux, en créent, ils récupèrent des lignes qui sont abandonnées et ils gagnent de l'argent. Alors je voudrais savoir... Vous parlez des trains de nuit, là. Des trains de nuit, on parle bien des trains de nuit. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles, pardon, les trains de nuit Pour les voyageurs ou pour les... Ah, pour les voyageurs, Pour les voyageurs. on parle des trains de voyageurs, Ah bah absolument. oui, ils sont très utiles. Beaucoup de voyageurs qui prennent le train la nuit. Pardonnez-moi, mais il ne faut peut-être pas tout confondre, parce que sur ce qu'on appelle les petites lignes, bon, qui est péjoratif d'ailleurs, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais il n'y a pas de train de nuit, parce que ce sont des lignes qui font 50 km et qui servent à transporter des voyageurs dans la journée. Donc les trains de nuit, c'est une autre affaire. Et la question reste posée, ça, effectivement. Bien sûr. Mais c'est pas la question des petites lignes. Alors, je vais quand même livrer quelques chiffres qui sont des chiffres qui peuvent paraître complètement surréalistes de la SNCF. Selon ces chiffres, les taux d'occupation moyen des trains en France est de 43%. Les lignes les plus fréquentées sont celles à grande vitesse. 80% du trafic ferroviaire est concentré sur 27% du réseau. Voilà pourquoi le rapport Spinetta remis au gouvernement préconise la fermeture des lignes les moins fréquentées. 265 gares en France accueillent moins de 1000 voyageurs par an, c'est-à-dire moins de 3 personnes par jour. Ce sont quand même des chiffres implacables, Jean-Claude Delarue. Ce sont des chiffres qu'il faut étudier. Il y a une réalité, non, mais il y a une réalité économique, c'est ce que disait Emmanuel Bompard tout à l'heure. Au bout d'un moment, on peut pas exploiter des trains et des lignes pour 3 voyageurs. Mais je constate que cette réalité, si elle est une réalité, cache une autre réalité beaucoup plus importante, c'est que nos trains à nous en banlieue sont totalement surchargés. Il faut voir ce que c'est que le RERD à l'heure actuelle que je prends, mais je ne le prends pas tous les jours. C'est très vrai. Là, j'allais travailler. C'est hallucinant. Or, ça, on n'en parle pratiquement pas. C'est-à-dire qu'à force de dire il faut faire des lignes nouvelles comme celles que je vous ai montrées qui ne concernent pas la Grande Couronne à 5 millions d'habitants, eh bien, on néglige totalement, ou à peu près totalement, le gros des lignes existantes qui transportent tellement de millions de voyageurs par jour. Juste une petite image à vous montrer, des photos de gares qui sont assez peu exploitées. Moi, je trouve que c'est assez édifiant. Regardez, notamment la Roche-en-Brénil, en Côte d'Or, près de Dijon, où cette gare, alors il y a un hôtel de la gare, je ne sais pas si d'ailleurs il est encore en activité, mais la gare, elle est juste à côté, elle est en face, avec les herbes hautes, et regardez à quoi elle ressemble. Même chose encore à la Croix-d'Ins, en Gironde. Sur ces gares-là, en 2016, 2 voyageurs ont été recensés en 2016. 2 voyageurs. C'est pas tenable, Emmanuel Bompard. Non, mais bon, vous prenez un exemple comme ça. Comme parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, sans doute. Mais existent. la question qui est posée, c'est une question politique. Est-ce que vous vous résignez à une situation où vous avez des territoires entiers de la République qui sont en train de se vider de leur population, se vider de leur jeunesse, se vider de leur activité économique? Est-ce que vous vous résignez à cette situation? Ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de réfléchir politiquement comment vous faites en sorte que ces territoires soient revitalisés? Et pour être revitalisés, ils ont besoin d'une école, et donc pas qu'on ferme les écoles rurales comme on est en train de le faire pour mettre en place le dispositif des 12 élèves par classe. Ils ont besoin de la santé, donc pas fermer les hôpitaux et les maternités comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et ils ont besoin de transport. Voilà. Donc bien sûr que peut-être que si vous prenez la situation au temps T actuelle, elles ne sont pas rentables, elles sont sous-utilisées. Mais dans une perspective dynamique de revitalisation des territoires, elles sont indispensables et nécessaires. On verra un petit peu plus tard d'ailleurs si le gouvernement est en train de négliger véritablement les campagnes. On reste juste sur cette réforme de la SNCF parce qu'il est essentiel de ne pas rater le train demain. C'est à contre-courant avec Olivier Mazerolle. Et Olivier, ne pas prendre le train en marche. Oui, alors d'abord, c'est un amoureux du train qui vous parle. Vous voyez, quand j'étais gamin, je me levais plutôt pour aller voir arriver des trains en gare avant d'aller au lycée, parce que j'adorais ça et je continue à adorer ça. Bon, maintenant, il faut quand même regarder la réalité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu sur le rapport Spinetta, parce que il parle peut-être pas des usagers, mais on peut peut-être dire d'ailleurs des voyageurs, après tout, c'est plutôt que des usagers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il dit justement qu'il faut recentrer aussi les efforts sur les lignes du quotidien, effectivement, autour des grandes métropoles qui acheminent les salariés qui vont au travail tous les jours et dans des conditions qui sont effectivement très regrettables. Ensuite, maintenant, pour ce qu'on appelle les petites lignes, encore une fois, je trouve ça péjoratif. Petites lignes, non, ce sont des lignes qui, effectivement, ont une raison d'être. Après, effectivement, elles sont très peu fréquentées. Alors là, c'est un peu l'œuf et la poule. Est-ce qu'elles sont peu fréquentées parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent habiter dans des zones rurales, ou est-ce qu'elles sont peu fréquentées parce que, effectivement, les services publics disparaissent des zones rurales et donc, du coup, il y a de moins en moins de monde parce qu'il n'y a plus cette possibilité de vivre comme le reste de la population mieux desservie. Et là, c'est vrai, l'intérêt
du pays tout entier, c'est qu'on n'ait pas des zones désertifiées comme ça qui s'agrandissent au fur et à mesure. Alors, pour maintenir ces lignes, il y a plusieurs motifs. Il y aurait l'écologie. Ça, à mon sens, c'est pas un bon argument parce que la plupart des trains qui circulent sur ces lignes sont à diesel, donc ils polluent. Bon, voilà. Donc, c'est pas mieux que l'autocar. Moins qu'autant de voitures, quand même. C'est pas mieux que l'autocar. Maintenant, est-ce que le train est encore le moyen de transport approprié? C'est vrai que c'est un transport plus massif, qui coûte cher à entretenir, qui coûte cher à faire fonctionner. Donc, et le rapport Spinetta, quand même, le dit, ça. Il faut entrer en concertation avec les régions. Et si, pour des raisons économiques, on arrive à la conclusion qu'il faut supprimer ces lignes, il faut une proposition alternative. Peut-être que le train aussi mériterait qu'on lui permette de travailler davantage sur des solutions technologiques nouvelles, comme le train à hydrogène, par exemple, qui est un train qui ne pollue pas. Alors, bon, il est tout à fait naissant. Je crois qu'il circule en Allemagne. Je crois qu'il y a une ligne, ou en Autriche, je ne sais plus, qui circule, bon, petite ligne, etc. Mais, bon, voilà. Peut-être que pour ces lignes-là, c'est ça l'avenir. Vous voyez, il faut entrer dans une vraie discussion et en tout cas, certainement pas abandonner ces territoires ruraux. Si c'est plus le train, il faut qu'ils aient autre chose. Mais vous dites, Olivier Mazerolle, concertation avec les régions. Cela veut dire que les régions doivent tout assumer et non. Même donc la réforme de la là, SNCF. il ne faut pas les abandonner. Il ne faut surtout pas dire, voilà, les régions doivent payer si elles veulent permettre ce service public. C'est un peu l'impression que ça donne. Et le reste du pays s'en débarrasse. Non, parce que ça, c'est une cause nationale, en effet, d'éviter la désertification. Donc, ce n'est pas du luxe, c'est la vie normale d'un pays. Et à partir du moment où ce n'est pas un service luxueux, mais un service nécessaire, il faut que le pays se sente concerné par ça et le prenne très fortement en charge. On va continuer à parler évidemment de cette réforme de la SNCF dans quelques instants, mais on n'oublie pas le grand rendez-vous politique, le grand jury RTL LCI sur LCI, donc à partir de midi. On va vous retrouver, Christophe Jacubusine, avec l'invité du grand jury qui sera le ministre de l'Agriculture. Oui, effectivement, en plein salon de l'agriculture, c'est Stéphane Travert, notre invité à midi. Et il y a évidemment énormément de questions à lui poser, des questions de pouvoir d'achat, puisque vous savez que la future loi alimentation va entraîner probablement des hausses de prix, notamment dans les supermarchés. On va pouvoir aussi lui parler santé, puisqu'il semblerait que finalement nous mangerons du glyphosate un peu plus longtemps que prévu, puisque le gouvernement semble reculer face à la pression des agriculteurs. Et puis on parlera aussi évidemment libre-échange avec ce traité avec l'Amérique du Sud, qui là encore inquiète les agriculteurs, puisqu'on va sans doute importer beaucoup plus de bœuf argentin ou brésilien. Christophe Jacubusine, à tout à l'heure, midi donc pour le grand jury sur LCI avec Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture. On en revient à notre réforme de la SNCF et notamment finalement cette désertification qui pourrait en découler pour les campagnes ou pour les territoires ruraux. On est allé tendre le micro de LCI d'ailleurs à quelques Français et Françaises de ces territoires ruraux. Écoutez leur réaction. Les zones rurales sont complètement abandonnées. Voilà, un commerce ferme, on fait rien pour l'ouvrir, on n'attire pas les médecins, on n'attire pas les jeunes, quoi, voilà. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a tout essayé jusqu'à maintenant. Ils promettent tous quelque chose et puis ils font rien. Mais et puis voilà ce qui se passe. Les Français, en tout cas, s'estiment un petit peu floués quand on est dans ces territoires-là. Est-ce que vous avez l'impression, Manuel Bompard, que Emmanuel Macron, à sa manière, aussi au travers de cette réforme, néglige les campagnes et qu'il reste donc incontestablement le président des villes? Ah, clairement, mais par ailleurs pas de toutes les villes. C'est sans doute le président des centres-villes de classe supérieure, vous dites financiarisés. d'ailleurs. Oui, mais dans les métropoles, il y a aussi des territoires qui sont des territoires oubliés de la République, des quartiers populaires. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui opposent les problématiques des quartiers populaires et les problématiques des zones rurales. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes. C'est la difficulté d'accès aux soins et à la santé, avec des hôpitaux qui ferment, avec des médecins qui ne veulent pas aller s'y installer. C'est des problèmes de transport, on en a parlé tout à l'heure. C'est là des problèmes d'éducation. Et par exemple, ce que je reproche clairement à M. Macron, c'est que le dispositif 12 élèves par classe dans les zones prioritaires, c'est un
dispositif intéressant, mais il ne peut pas se faire sans des créations de postes supplémentaires suffisantes. Il y a quelques créations de postes qui sont annoncées, mais elles ne sont pas suffisantes. Et donc, ça se fait au détriment des écoles dans les zones rurales. Il y a des mobilisations en ce moment dans la Somme, dans le Lot, en Ariège, où il y a des classes dans les zones rurales qui sont en train de fermer. Et quand vous ne pouvez plus vous soigner, vous déplacer, mettre vos enfants à l'école, il y a un petit problème. N'exagérez pas. Je n'exagère Votre pas. description est quand même... Je n'exagère pas, non. monsieur. Je vous entends. Hein, Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il y a des écoles dans les zones rurales qui sont en train de fermer, des classes qui sont en train de fermer? Attendez, moi je suis pas... Qu'il y ait des problèmes, oui, mais votre description accumulée, on ne peut plus soigner, on ne peut plus rouler, on ne peut plus vivre, on peut... Je crois que c'est malheureusement le ressenti qu'ont beaucoup de gens qui habitent dans ces La territoires. température, il y a la température exacte et la température ressentie. Ressenti, oui. Bon. Mais peut-être Même qu'on si peut c'est essayer vrai d'y qu'il y a un apporter problème des de médecins de réponses. campagne, Absolument. On n'est pas obligé des choses comme juste ça. de... Mais il ne faut ce pas sont des rester, éléments. faut pas rester les bras ballants. Ce sont des éléments de voilà, réflexion, donc, bien Non sûr. au statu quo. Je suis bien d'accord avec Simplement, il faut vous. voir après. Mais rien n'est fait aujourd'hui sur Bien ce sûr. Il faut sujet. voir dans quelle direction aller ensuite. Et ce constat, Jean-Claude Delarue, finalement, au travers de la réforme et d'un prolongement de la désertification, va créer des tensions sociales avec les syndicats de la SNCF qui se réunissent et qui vont peut-être réfléchir à des mouvements de grève. Et là, ce sont encore les usagers qui vont en Bien pâtir. entendu, c'est sûr, on n'a pas envie d'avoir en plus une grève, ça c'est clair. D'ailleurs, nous avons des contacts assez quotidiens avec un certain nombre de syndicats qui nous disent en particulier que la ligne rouge, si vous voulez, c'est quand même les ordonnances. Alors que je le répète, un débat au Parlement, de toute façon, sera gagné par le gouvernement. Il a la majorité à l'Assemblée. Par conséquent, pourquoi zapper ce débat et passer par les ordonnances? Pour aller vite, c'est pour aller vite, c'est ce que dit Christophe Castaner, qui a émis cette idée. Supprimons l'Assemblée nationale, on ira beaucoup plus vite. Maintenant, je voudrais dire, on revient quand même à une question importante que j'ai citée au début, c'est celle de la crise de confiance. Ça vaut pour les zones rurales, ça vaut pour les zones suburbaines, où je suis plus compétent. On croit les pouvoirs publics, la SNCF, quand ils disent on va fermer une ligne. Là, on les croit. Quand ils nous disent qu'ils vont améliorer le fonctionnement de la SNCF, on ne les croit pas forcément. Je prends un exemple précis. Mon RERD, qui est la ligne poubelle de l'Île-de-France, si j'ose dire. En mars 2008, M. Pépi promet de réparer la ligne en 2 ans. Il recommence en janvier 2011, on va réparer la ligne en 2 ans. À l'heure actuelle, c'est pire que jamais. On nous fait toutes les promesses possibles et imaginables et on ne les tient pas. C'est ça qui doit changer. Bon, en tout cas, dans ce conflit social qui se prépare, peut-être que les Insoumis joueront un rôle politique, on aura l'occasion d'en reparler. Les Insoumis, on en parle d'ailleurs immédiatement avec vous. On bascule sur ce film qui est à l'affiche, Dominique de Montvalon, qui s'appelle L'Insoumis. C'est un film qui a été réalisé par Gilles Perret, qui est sur les écrans depuis mercredi. C'est le focus de Dominique de Montvalon. Une plongée donc dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vais d'abord dire que j'ai trouvé ce film rythmé et extrêmement intéressant. Alors, soyons clairs, ceux qui ne supportent pas Mélenchon, son emphase, disent-ils, sa parano, ses procès répétitifs des médias, son tropisme vénézuélien, pardonnez-moi, c'est évoqué par beaucoup, eh bien ceux-là, ils passeront leur chemin, ça vaut mieux, ça va de soi d'ailleurs. Mais, car de bout en bout, on est entre insoumis, chez les insoumis, avec les insoumis. C'est pas exactement un film hagiographique, mais évidemment, c'est un film pro-Mélenchon. Je ne fais pas l'acteur d'inintéressé, je suis moi-même, et d'ajouter, c'est un film magnifiquement subjectif, incitation, tout est dit. Voilà. Alors, à qui conseiller ce film? À qui? À qui c'est la question que je me suis posée. Alors, je vois 3 catégories. D'abord, les gens sont libres de faire comme ils l'entendent, passer leur chemin ou entrer dans un cinéma. Je dirais 3 catégories. Premièrement, évidemment, aux supporters de Mélenchon, qui retrouveront là leur héros au naturel. Deuxièmement, ensuite, à tous ceux qui aiment la politique, ils vont retrouver dans ce film un petit peu du parfum de la dernière campagne présidentielle qui restera en tout état de cause historique. Et puis, je dirais 3e catégorie de public potentiel, ceux qui continuent de s'interroger sur Mélenchon, formidable orateur, singulière et forte personnalité que François Mitterrand jadis appréciait tant. Un Mélenchon qui jusqu'au bout a cru qu'il allait gagner, a cru qu'il avait gagné, ne s'était d'ailleurs préparé qu'à cela. Et je dois dire que la vision finale, c'est presque les dernières images du film de Mélenchon, assis sur une chaise, dans une pièce presque vide, et découvrant le soir du premier tour, sur l'écran de télévision, qui aura accès au second tour, Le Pen et Macron, Macron et Le Pen et pas lui, c'est dans ce film un grand moment. Un grand moment, donc c'est à l'affiche. Cette campagne, évidemment, Manuel Bompard, vous l'avez vécu de l'intérieur, mais est-ce que vous avez vu le film? Oui, je l'ai vu. J'ai trouvé...
partage cette analyse, c'est-à-dire que c'est un film, moi, que j'ai trouvé intéressant, un beau film, et surtout un film qui s'adresse pas seulement à des gens qui partagent les idées de Jean-Luc Mélenchon ou de la France Insoumise. C'est pas un film de propagande ou un film qui cherche à convaincre. C'est un film qui raconte un parcours politique dans une campagne électorale. Donc voilà, moi je conseille aux gens d'aller le voir aussi. Dans ce film, on ne parle pas des soupçons de surfacturation pendant la campagne qui est évoquée. Il n'y a pas de soupçon de surfacturation, mais non, on n'en parle pas. Il ne s'agit pas de soupçon de surfacturation, il s'agit de 400 000 euros réponse par de la la Commission nationale des comptes de campagne, ce qu'on appelle des réformations, qui est un processus classique. Quand vous déclarez vos comptes de campagne, vous envoyez l'ensemble de vos factures à la Commission nationale des comptes de campagne et elle vous dit ça rentre dans les comptes, ça rentre pas dans les comptes. Donc c'est un processus classique qui s'appelle de la refacturation. C'est fait dans toutes les campagnes électorales, par tous les candidats. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de soupçons, d'irrégularité. Rien de surévalué parmi les prestataires justement de ces facturations. Non, mais il n'y a rien de surévalué. C'est-à-dire que vous envoyez des factures, vous les estimez à un prix. Nous, en l'occurrence, on s'est appuyé sur le prix du marché. Ensuite, la commission dit non, ça c'est trop cher, vous devez en imputer moins dans le compte de campagne. Je veux quand même rappeler que la campagne de la France Insoumise, elle a duré 15 mois. C'est la campagne qui a coûté, si vous comptez le nombre d'euros par voix récoltée, le moins cher que par rapport à celle de M. Macron, par rapport à celle de M. Hamon, qui a duré par exemple 3 mois. Donc voilà, je donne ces éléments de réponse parce qu'il me semble qu'il y a une polémique médiatique qui a été lancée sur ce sujet, notamment pour masquer la réalité des révélations concernant les donateurs de M. Macron, dont certains sont aujourd'hui poursuivis par le fisc. Bon, en tout cas, on voulait avoir votre réaction par rapport à cette information, en tout cas cette... rumeur. Autre réaction peut-être avec vous, Manuel Bompard. On a appris aujourd'hui que le Média, qui est le site internet proche de la France Insoumise, a limogé Aude Rossigneux, qui en était la rédactrice en chef, et la présentatrice, apparemment de manière, dit-elle, l'intéressée, assez violente. Écoutez, on dit depuis le lancement de cette initiative, et c'est la vérité, que le Média est un organe indépendant de la France Insoumise. C'est ce que nous avons dit depuis le début, même si on n'a jamais caché qu'il y avait des gens qui avaient participé à la campagne de la France Insoumise qui participent à cette aventure. Donc c'est à eux qu'il faudra poser la question, puisque moi, en l'occurrence, je n'ai pas participé à cette décision. Il y a une question de divergence d'opinion. C'est ce que j'ai vu dans une petite formulation. Je ne sais pas, on va laisser répondre les différents... On va laisser répondre, effectivement. Mais en l'occurrence, étant donné que cette structure est indépendante de la France Insoumise, vous comprendrez que moi, je n'ai pas participé à cette décision. Bien évidemment, c'est indépendant, mais assez proche quand même de la France Insoumise, notamment par les gens les participants, qui la composent. Pas seulement, d'ailleurs. Et quand Aude Rossigneux parle d'une forme de brutalité dans le limogeage, quelle est votre je ne sais pas, je l'ignore. J'ai pour l'instant entendu et vu une déclaration, une lettre de cette personne. Je n'ai pas vu les réponses des autres participants de ce projet. Olivier Mazerolle, votre sentiment peut-être sur mais ce contexte. C'est toute la complexité autour de Jean-Luc Mélenchon. Parce que à la fois, il y a une vision, ce que disait Dominique d'ailleurs, et ce que vous disiez, vous aussi, il y a une vision caricaturale de Jean-Luc Mélenchon. On voit que le type qui est en train de vociférer, etc., il aime bien ça, il faut le reconnaître, c'est une tactique aussi, et il utilise cette méthode à des fins politiques. Mais derrière ça, il y a aussi certainement l'un des personnages politiques français parmi les plus attachants, en ce sens que d'une grande culture, d'une grande intelligence, et qui a, pour moi, une autre vertu, c'est que quand on n'est pas d'accord avec lui, finalement, il oblige à réfléchir et à faire travailler le cerveau pour trouver les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord avec lui et à partir desquelles on va pouvoir dire « je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi ». Maintenant, sur cette histoire de médias, effectivement, ça, c'est le versant, pour moi, négatif de la France Insoumise. C'est-à-dire il y a quand même quelque chose qui... très autoritaire dans le fonctionnement de la France Insoumise, qui aboutit souvent comme ça à des doctrines qui sont extrêmement rigides, et c'est peut-être l'illustration, ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas, j'étais pas non plus, mais faudra des éclairages. Vous aurez du mal à éviter qu'on vous dise, voilà, c'est ça que... derrière la grande image de solidarité, et que je ne mets pas en cause, je crois Jean-Luc Mélenchon sincère là-dessus, mais il y a dans la mise en application de cette idée une version très autoritaire, pour ne pas dire plus, qui aboutit comme ça à des limogeages qui sont brutaux.
Franchement, je ne sais pas sur quel élément vous appuyez pour dire ça. Je peux juste vous dire, venez participer à, je sais pas, à des initiatives, regardez comment se passe le mouvement de la France Insoumise. Il est tout sauf autoritaire. Il s'appuie plutôt sur les initiatives des individus qui décident d'agir près de chez eux, qui prennent des initiatives, qui font des actions de solidarité. Je parle pas de Jean-Luc Mélenchon particulièrement, je parle mais du mode justement, de fonctionnement. c'est justement Que la doctrine développée par la France Insoumise amène irréversiblement, à mon sens, mais je peux me tromper, naturellement, à appliquer. Je crois pas. Regardez, c'est un des axes majeurs, c'est la 6ème République, la constituante. C'est au contraire le fait qu'il y ait davantage de pouvoir pour les citoyens dans la société. Donc, ça, c'est le papier. Puis après, je pense que ça peut se produire comme ça. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions, Manuel Bompard. Vous restez encore avec nous quelques minutes pour la chronique culture. Comme chaque dimanche, on vous donne des idées, théâtre, cinéma, notamment la culture avec Coralie Dioum qui nous rejoint tout de suite sur le plateau du brunch. Merci Dominique, c'est trop gentil, mais regardez, ils m'ont équipé. Ah bon, pardon, tout va bien. Quelle galanterie, c'est Dominique. Il vous avez 2 micros. Il est vraiment c'est agréable de vous retrouver. On part au théâtre avec vous, Coralie, avec la pièce Paprika. Tout à fait, je vous emmène au théâtre de la Madeleine à Paris pour une pièce, une comédie de Pierre Palmade, donc écrite par Pierre Palmade, qui ne manque pas de piment, elle est très bien nommée, un Paprika. On y retrouve la pétillante Victoria Abril, elle joue le rôle d'une femme très indépendante, présentatrice de spectacles de cabaret, de spectacles de striptease dans les cabarets de Pigalle, et elle a abandonné son fils à la naissance. 28 ans après, il sonne à sa porte, et là, elle se fait passer pour sa femme de ménage, Paprika. Écoutez. Eva a un fils? Oui. Enfin, non, c'est pas clair. Si, c'est très clair, Paprika. Mais je m'en vais, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je repasserai à la fin de la semaine et j'aimerais vous demander de ne rien dire à Eva avant que je ne la voie. Tu sauras tenir ta langue? Mais vous allez où? Où je veux. Non, restez là. Vous allez dormir ici le temps qu'Eva revienne. Il est chercher vos affaires. Il est où votre hôtel? Gare Montparnasse. Bon, très bien, ça me laisse le temps de m'organiser. Hein? Prenez votre temps, que j'ai bien le temps d'avoir le temps de m'organiser. Donc Pierre Palmade aborde ici les thèmes de la maternité et de l'abandon sans jamais ne juger aucun personnage. Vous aurez reconnu certainement le jeune Jean-Baptiste Monnier, vous savez, Jean-Baptiste Morange qui ne s'arrête pas de grandir en effet. Mais le bonheur, c'est surtout de retrouver vraiment cette pétillante Victoria Abril, toujours très à l'aise dans les rôles déjantés, et ici au sommet, particulièrement au sommet de sa forme. Alors elle n'avait pas remis les pieds sur scène depuis 32 ans, depuis Nuit d'ivresse, si vous vous souvenez. Et si elle a accepté de jouer cette pièce, c'est pour ça, écoutez. La pièce, c'est tellement bien écrit. C'est un cadeau, c'est un caramel, c'est un plaisir immense de jouer chaque soir. C'est vraiment rare. Voilà. Pierre Palmade lui offre ici en effet une comédie dans la plus pure tradition du vaudeville et du théâtre de boulevard avec les quiproquos, les bons mots, les mensonges. Allez-y, c'est très rythmé, vous passerez une très belle soirée. C'est jusqu'au 21 avril au Théâtre de la Madeleine. Merci infiniment, merci Coralie, merci à tous, merci à Jean-Claude Delarue, à Manuel Bompard, à Olivier Mazerolle et Dominique de Montballon. L'information continue sur LCI.